Votre profession vous amène souvent à accumuler certaines tâches tenaces. Pas de panique, il y a ASICS. Avec ASICS de Lacroix, finis les membres dans le frigidaire. ASICS contient un agent acide qui pénètre au cœur de la matière organique pour en dissoudre les... Tiens d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans un corps humain? De quoi, ou plutôt de quels éléments sommes-nous tous constitués? Moi, toi, lui... Non, pas toi, Pinocchio, désolé, tu n'es pas un vrai petit garçon. Tu es un menteur psychotique généré par Satan. On va donc aujourd'hui s'intéresser aux éléments chimiques qui nous composent. Lors du troisième épisode de la série, en parallèle à la scène de ménage la plus érotique à laquelle j'ai pu assister, on a droit à un flashback de Walter au cours duquel il établit la liste des éléments chimiques qui composent un être humain. Les proportions données sont des proportions molaires, c'est-à-dire qu'il compare les éléments d'après leur nombre. Par exemple, une mole d'eau représente environ 6 fois 10 puissance 23 molécules d'eau, ou 60 000 milliards de milliards pour les amateurs de redondance, soit l'équivalent de 18 grammes ou encore 18 millilitres. Et c'est une chose à préciser puisqu'on peut également indiquer les pourcentages ou plus généralement des proportions selon la masse ou le volume s'il s'agit d'un liquide. À défaut de posséder un grand tableau noir, je vous ai fait un très chic petit tableau reprenant tous les éléments listés. Et en cadeau Happy Meal, comme la mole ce n'est pas très parlant, j'ai indiqué la correspondance en kilogrammes. On peut d'ailleurs voir que la valeur du pourcentage massique diffère du pourcentage molaire. On comprend ça assez facilement, les éléments n'ayant pas la même masse molaire. Sur cette question de type de pourcentage, je vous propose un petit jeu à jouer seul ou entre amis pour égayer vos soirées. Prenez un paquet de gâteaux, une boîte de médicaments et une bouteille d'alcool. Regardez la composition qui se trouve souvent au dos. Et selon vous, quels types de pourcentages sont utilisés? Le premier posteur de commentaires avec la réponse correcte recevra un Yeti gonflable. Enfin peut-être, on ne sait jamais. Mais gagnant ou pas, tu as bien mérité ton cookie, ton verre de whisky et ta plaquette de médicaments. Et s'il s'agit de somnifères, je te propose de mettre la vidéo en pause pour la reprendre au réveil de ton coma. So, the whole thing adds up to 99.888042%. Just doesn't it seem like something's missing? What about the soul? Alors, l'âme... Non. Mais une calculatrice, oui, très certainement. Ici, on ne sait pas quelles sont leurs sources, et on peut imaginer que certains éléments sont plus faciles que d'autres à quantifier. Mais quand on voit ici que le pourcentage molaire du fer est donné au 100 millième près, c'est-à-dire 5 chiffres après la virgule, alors que celui de l'hydrogène ou du carbone à l'unité près seulement, le fait que la somme ne soit pas parfaitement égale à 100% ne relève plus ici du mystère. On pourrait imaginer qu'une mesure plus précise du taux de carbone donnerait quelque chose de l'ordre de 9,02 au lieu des 9 tout ronds donnés. Et hop, on aurait des chocs à pics. Mais tout ça, on s'en fout un peu. Et malgré tout, on est quand même assez proche des 100%, nous laissant au final avec un tableau assez représentatif de ce qui nous compose. Mais avant de poursuivre, je voudrais avoir une pensée pour les éléments qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui. On ne vous oublie pas. Mais peu importe, l'idée ici est avant tout de vous passer en revue quelques éléments chimiques et certains rôles biologiques qui leur sont associés, tout en présentant au passage quelques grands principes de la chimie. On ira même jusqu'à se questionner sur l'importance de la chimie pour la vie telle qu'on se la représente, et plus encore cogiter sur des notions telles que le libre arbitre, la part de l'inné et la notion de responsabilité des individus. Mais tout ça, Timmy, on y reviendra plus tard. Commençons par le plus évident, à savoir l'oxygène et l'hydrogène. Ils se présentent pour la plus grande partie sous la forme moléculaire dont la formule chimique est très probablement la plus connue, H2O. Même si, comme on le verra plus tard, l'oxygène et plus encore l'hydrogène sont ubiquitaires, leur capacité à former le solvant le plus propice à la vie leur confère une place de premier ordre. En effet, comme vous le savez sans doute, le corps humain est constitué en grande partie d'eau. De toi qui regardes cette vidéo à Barnet, et ce même dans ses états d'ébriété les plus avancés. Soit en moyenne 60% chez l'homme et 55% chez la femme. Et tu viens de gagner le badge de l'élève attentif si tu t'es demandé s'il s'agissait d'un pourcentage volumique, massique ou molaire. Je vous laisse répondre en commentaire, le Yeti gonflable étant toujours en jeu. Si l'eau est un solvant aussi propice à la vie, c'est en raison de ses propriétés particulières. Dans une prochaine vidéo, j'aborderai la notion d'interaction intermoléculaire. Pour l'instant, sachez simplement qu'il existe entre les molécules d'eau un type d'interaction bien particulier appelé liaison hydrogène. Pour vous donner une idée de l'impact des liaisons hydrogène pour l'eau, on peut comparer avec une molécule de masse voisine. Prenons le méthane. Celui-ci n'étant pas capable d'établir de liaison hydrogène, les énergies d'interaction entre les molécules sont très faibles. Ainsi, pour séparer les molécules de méthane les unes des autres, un très faible apport d'énergie est suffisant, et par énergie comprenez chaleur. Par conséquent, on a pour le méthane une température d'ébullition très faible, de l'ordre de moins 161 degrés Celsius, contre 100 degrés Celsius pour l'eau. Donc, si comme moi, vous trouvez qu'il est assez pratique au quotidien de ne pas s'évaporer, remerciez les liaisons hydrogène.
Passons à ces réputations de solvant du vivant dont l'expression vous est peut-être familière. Deux principaux phénomènes lui valent ce titre. Sa capacité à dissoudre la majorité des petites molécules, sans quoi elles ne pourraient pas circuler dans le système vasculaire, et surtout ne pourraient pas réaliser les nombreuses réactions chimiques dont nous sommes l'objet, à un rythme bien plus qu'effréné. Mais toutes les molécules ne sont pas solubles dans l'eau, et sont dites dans le cas contraire hydrophobes ou lipophiles. Il s'agit des acides gras, triglycérides ou encore le cholestérol, qui ne sont rien de moins que les principaux constituants des membranes cellulaires. Le principe d'une cellule est celui d'une bulle dont la membrane est hydrophobe, séparant ainsi un milieu intracellulaire rempli d'eau et d'organites, comme le noyau ou les mitochondries, et entouré d'eau, qu'on appelle le milieu extracellulaire. En bref, les propriétés particulières de l'eau rendent possible au vivant son organisation basée sur la cellule, tout en étant un berceau idéal pour héberger des réactions chimiques. Passons à un élément incontournable s'il en est, à savoir le carbone. Just keep in mind that one element. Carbon. La chimie organique, c'est précisément ce à quoi on va s'intéresser maintenant. Elle se définit d'ailleurs par rapport au carbone qui en est le cœur, ou plutôt, comme vous le verrez, le squelette. Les vitamines, les protéines, les sucres, les graisses, les principes actifs des médicaments, tous ont comme dénominateur commun le carbone. Il existe plusieurs façons de représenter une molécule. J'ai choisi ici la formule dite topologique, puisqu'elle est la plus couramment utilisée, de même qu'assez parlante sur la place du carbone. Pourtant, alors qu'on peut observer plusieurs oxygènes, des hydrogènes, de l'azote, à première vue on aperçoit du carbone nulle part. En fait, il est si présent qu'on ne se donne même plus la peine de le représenter. Ainsi, par convention, on sait que chaque sommet correspond à un carbone. On a donc 6 carbones pour le glucose ou encore 14 pour la lidocaïne. There is no life without carbon. Nowhere that we know of in the universe. À présent, vous l'aurez peut-être compris, cette vidéo est un peu un foutoir à généralité sur la chimie. Donc, pour conserver notre progression par digression successive, voici un très rapide aperçu des conventions en représentation moléculaire. Chaque segment correspond à 2 électrons mis en commun entre 2 atomes, formant la fameuse liaison covalente. Un double segment correspond à 2 fois 2 électrons mis en commun, formant une double liaison. Dans la formule topologique que j'utiliserai par défaut, on en déduit le nombre d'hydrogènes liés à chaque carbone comme égal au nombre de liaisons visibles soustrait du nombre d'électrons de valence du carbone, qu'on sait être 4 électrons. Pour finir, à l'exception du carbone et des hydrogènes qui lui sont liés, on représente chaque élément par une ou plus rarement 2 lettres. Ici O pour l'oxygène et N pour l'azote. Puisqu'on y est, restons un peu sur l'azote, qui se dit en anglais nitrogen à un accent près. Il appartient, tout comme son voisin l'oxygène, au groupe des hétéroatomes. Comprenez par ce terme les atomes autres que le carbone et l'hydrogène, qui, comme on vient de le voir, font un peu figure de constituants par défaut. Cette catégorisation exclut les métaux et on y retrouve principalement le soufre, le phosphore, ainsi que les halogènes, à savoir fluor, chlore, brome et iode. On retrouve l'azote, majoritairement en chimie organique, sous forme de fonction chimique amine, dont l'exemple est vite trouvé puisque la méthamphétamine en est une représentante. Une fonction chimique est un groupement de quelques atomes dont on pourra déduire certaines propriétés physico-chimiques. On peut aussi parler de groupe ou groupement. Ainsi, un oxygène lié à un hydrogène forme la fonction alcool, et l'éthanol qui a donné naissance à un mouvement d'art de rue contemporain n'en est qu'un exemple. Pour l'azote, la principale fonction chimique qui lui est associée est donc la fonction amine, qui est un peu un équivalent azoté de la fonction alcool. Et je suis quasi certain que ce terme d'amine ne vous est pas totalement étranger. Les acides aminés, ça vous dit quelque chose ? Poursuivons notre listing par le calcium. Son rôle le plus connu est celui de constituant des os et des dents. Il s'y trouve sous la forme de cristaux d'hydroxyapatite. Dans un registre moins connu mais d'une importance non moindre, le calcium, cette fois sous forme ionique, est indispensable à la contraction musculaire. D'ailleurs, si vous avez des crampes ou des contractions involontaires, envisagez de manger plus de chocolat ou un autre aliment riche en magnésium, qui, après avoir surmonté la déception d'être absent du tableau, devrait vous aider à réguler le rôle du calcium. Je vous conseille la magnésie, il paraît que c'est très bon avec du ketchup. Passons au fer, qui, en facilitant le transfert de l'oxygène, nous aide à, vous savez, vivre tout ça. C'est cette très chère hémoglobine qui fixe l'oxygène et se laisse dériver au gré du débit sanguin pour ravitailler en oxygène nos tissus et organes. Même si dans certains cas, je peine à croire que l'oxygène parvienne au cerveau. Vient ensuite le chlore, qui, comme ses compères électrolytes que sont le sodium ou le potassium, permet d'établir une répartition hétérogène des charges électriques de chaque côté des membranes cellulaires.
Chaque cellule possède une propriété appelée potentiel membranaire qui résulte d'une différence de charge entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule. Le côté intracellulaire est globalement chargé plus négativement que l'extérieur. On a donc bien une tension électrique ou potentiel membranaire établie par le caractère isolant des membranes cellulaires. C'est d'ailleurs ce phénomène qui permet l'influx nerveux qu'on assimile non sans abus à un courant électrique. On termine avec le soufre et le phosphore dont je vous ai dit plus tôt qu'il s'agissait d'hétéroatomes. Je profite du soufre pour adresser un des biais les plus courants dans la manière qu'on se représente parfois la chimie en l'appréhendant par quelques-uns des traits qui ont su se faufiler dans la culture générale commune. Depuis le départ, je vous parle d'éléments chimiques en vous présentant certaines façons dont ils disposent pour s'agencer en molécules. Mais lorsqu'on parle d'un élément chimique et qu'on s'intéresse à ses propriétés propres, on parle de l'élément seul, c'est-à-dire celui qu'on retrouve dans le tableau périodique des éléments. Lorsque les éléments s'agencent en molécules, ils forment une nouvelle entité, qui a une nomination propre et surtout des propriétés distinctes de l'élément chimique isolé. Mais parfois, par facilité de langage, on est amené à nommer une molécule d'après un seul des éléments chimiques qui la composent. Bon, si un peu laborieusement je vous parle de tout ça, c'est parce que j'ai souvent entendu dire pour parler d'un truc qui agressait violemment le nez que ça sentait le soufre. Or, le coupable de la réputation d'odeur d'œuf pourri du soufre est le sulfure d'hydrogène. Certes, il contient du soufre, mais ce n'est qu'en association à ces deux compères hydrogènes qu'il ne commet ses nauséabonds méfaits. Selon moi, il est assez manifeste que l'hydrogène a une mauvaise influence sur le soufre, qui seul est d'un comportement irréprochable. Tout le monde vous le dira. Donc en bref, n'extrapolons pas les propriétés d'une molécule à un de ses composants et ensemble réhabilitons le soufre. Avec cette petite précision en tête, réjouissons-nous tous d'avoir du soufre en nous et particulièrement dans 2 des 21 acides aminés constituant nos indispensables protéines, la cystéine et la méthionine. Nous arrivons enfin au phosphore. On le retrouve essentiellement sous sa forme phosphate. C'est le cas de l'ADN, sur lequel on reviendra dans la prochaine vidéo, et de l'ATP pour adénosine triphosphate. Cette dernière est une forme de stockage d'énergie sous forme moléculaire dont le corps pourra venir puiser pour réaliser une grande partie de ses processus biochimiques comme la biosynthèse de molécules, la division cellulaire ou bien évidemment le mouvement. Celui-là même qui inéluctablement te fait déplacer le curseur vers le lien d'abonnement. L'ATP te prêtera-t-elle l'énergie indispensable au clic fatidique ? Vous le saurez dans le prochain épisode de Breaking Lab, qui traitera de l'intrication entre ADN et individualité, et ainsi nous cheminerons ensemble sur les sentiers menant de l'ADN à la synthèse et l'utilisation des protéines.